Mon unique fils, Marc, et sa femme avide, Claire, rayaient sans retenue, comme s'ils venaient de remporter une grande victoire dont j'étais la seule à ignorer l'existence. Leur avocat, Maître Durand, venait à peine de terminer la lecture de la première page du testament que leurs éclats de rire emplirent toute la pièce, jusqu'au moment où il s'éclaircit la gorge et ouvrit la deuxième page, celle qui allait tout changer. Pendant 47 ans, Henri et moi avons bâti notre vie comme une rose qui pousse sur une épine. Lui, il avait fondé, à force de travail et de volonté, un immense groupe industriel, à partir de rien. Moi, j'en étais la base invisible, le pilier du foyer, sa confidente la plus fidèle dans les moments les plus sombres. Cette fortune, nous l'avions gagnée ensemble, au prix de nuits blanches, de vacances sacrifiées et d'innombrables renoncements. Malheureusement, notre fils unique, Marc, s'était peu à peu éloigné de nous après avoir épousé Claire, une femme avide de luxe et d'apparence, incapable d'éprouver le moindre respect pour la sueur de son père. Pour eux, ce manoir, ces voitures, cette vie n'était qu'une source inépuisable d'argent à dilapider, sans la moindre curiosité ni gratitude pour la manière dont tout cela avait été construit. Les 6 derniers mois d'Henri s'étaient écoulés dans la froideur de la chambre de l'hôpital Saint-Antoine. Pendant que je veillais sur son souffle, nuit après nuit, Marc et Claire venaient nous rendre visite brièvement, feignant une inquiétude qui sonnait faux. Je les avais entendus, de mes propres oreilles, discuter de la répartition des parts du groupe, alors que leur père respirait encore difficilement. Voir la déception dans les yeux ternis d'Henri me brisait le cœur chaque jour un peu plus. Quand j'appris le lendemain même des funérailles que l'avocate de Claire faisait pression pour que le testament soit ouvert au plus vite, ma douleur se transforma en colère. Pour eux, ce n'était pas un deuil, seulement une formalité ennuyeuse avant de toucher leur part. Ce jour-là, je me suis préparée à la lecture du testament, sachant que rien ne serait laissé au hasard. Dans la pièce glaciale où nous étions réunis, la tension était presque palpable. Claire trépignait, les yeux brillants d'une avidité à peine contenue, comme si tout l'héritage allait tomber directement dans son sac. Marc, lui, évitait le fauteuil vide de son père, attendant le verdict de Maître Durand avec un mélange de honte et d'impatience. Lorsque Maître Durand commença à lire, d'une voix grave et posée, les premières lignes du testament d'Henri, les mots juridiques et le ton solennel n'étaient pour eux qu'un chemin fastidieux vers le seul but qui comptait, l'argent. Mais pour moi, chaque mot sonnait comme la première réplique du théâtre que nous avions écrit, Henri et moi, au fil de nos longues nuits de lucidité et de douleur. Quand vint le passage où il fut question du groupe industriel Durand, dont la présidence et la totalité des parts revenaient à Marc, et du manoir ainsi que des comptes bancaires transférés dans un fonds au nom de Claire, celle-ci laissa échapper un cri de triomphe étouffé. Elle se pencha vers moi, me lançant à voix basse: « Tu vois, Hélène, même Henri a fini par comprendre qui comptait vraiment. » Son rire nerveux se mêla au rire de Marc, mais je ne baissai pas les yeux. Lorsque Maître Durand s'interrompit un instant, leur rire devint de véritables éclats. Il me raillait déjà, persuadé qu'Henri m'avait laissé sans rien. « Alors, ma vieille, où comptes-tu aller maintenant ?» Je les laissais savourer leur victoire, car j'étais la seule à savoir qu'il ne restait que quelques secondes avant le véritable choc. Alors que ma belle-fille Claire,
au comble de son rire venimeux et insolent, et que mon fils Marc, l'accompagnant d'un sourire aussi cruel qu'exalté, croisait triompher, la voix grave de maître Durand s'imposa comme une lame froide. « S'il vous plaît, je n'ai pas encore lu la partie la plus importante du testament. » L'air dans la pièce se figea sur l'instant. Ces ricanements dégoûtants restèrent suspendus sur leurs visages. Lorsque maître Durand tira de dessous la première feuille, celle que tous croyaient terminée, la deuxième page, écrite de la main de feu Henri et scellée spécialement par le notaire, l'éclat de victoire dans les yeux de Claire commença lentement à se muer en une inquiétude confuse. L'avocat s'éclaircit la gorge et lut à voix haute. « Toutes les donations, actions et propriétés mentionnées à la première page ne seront transférées que sous une unique condition, déterminée par moi-même et dénommée la condition d'aptitude morale. Cette condition exige que mes héritiers s'acquittent intégralement de leurs devoirs filiaux et humains envers mon épouse Hélène pendant la période suivant mon décès, et en particulier durant la lecture de ce testament. » La voix de Claire, privée de son ton railleur, dévora un cri aigu de panique. « Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le visage livide de Marc trahit l'horreur glaciale de celui qui comprenait enfin, trop tard, qu'il venait de tomber dans un piège ourdi par son père. C'est alors que maître Durand, abaissant ses lunettes, remarqua d'un ton glacial « Cette clause a été rédigée personnellement par monsieur Henri pour les enfants qui, dès les premières heures suivant son décès, projetaient de placer leur mère en maison de retraite, qui calculaient déjà la répartition des parts pendant les obsèques et qui, dans cette pièce, se permettaient d'insulter leur mère en l'appelant vieillarde, alors même que le testament n'était pas encore entièrement lu. En d'autres termes, par le comportement que vous venez d'exhiber, vous violez la condition d'aptitude morale et renoncez de fait, sans condition, à l'intégralité de l'héritage. » À l'énoncé de cette dernière phrase, le grand bureau luxueux qui résonnait de rire se couvrit d'un silence de mort. Le visage de Claire devint blême, comme si elle avait vu un spectre. Marc, incapable d'encaisser l'humiliation, s'effondra au ralenti sur sa chaise et poussa un gémissement. La stupeur fit rapidement place à une fureur hystérique. Claire se jeta sur les documents sur la table, telle une panthère, hurlant « C'est un mensonge! Hélène a empoisonné l'esprit de mon mari! Ce testament est faux !» Elle tenta même de s'agripper au col de l'avocat, mais maître Durand, comme s'il s'y était attendu, resta de marbre et immobile. Ignorant les gesticulations désespérées de Claire, il reprit d'une voix encore plus assurée. « Si mon fils Marc et ma belle-fille Claire manifestent à l'avenir envers mon épouse Hélène le moindre signe d'irrespect, d'ingratitude ou d'avidité constituant une violation de la dite condition d'aptitude morale, alors toutes les actions du groupe industriel, les comptes bancaires, les propriétés et l'ensemble de mon patrimoine, apparemment attribués aux personnes mentionnées à la première page, seront sans exception et de plein droit transférés à mon unique partenaire de vie, l'architecte invisible de mon entreprise, ma chère épouse Hélène. » À cet instant précis, l'ultime anneau du serment que j'avais scellé pendant 47 ans se referma. Tandis que j'observais la cupidité d'autrui sceller leur propre destin, je me suis levé et j'ai pris la première mesure pour reprendre le contrôle de l'entreprise qui m'appartenait, de la maison qui m'appartenait et de la vie qui m'appartenait. Les cris stridents de Claire et les murmures pitoyables de Marc résonnaient contre les murs de la salle comme l'écho douloureux de ce que Henri et moi avions tenté de bâtir. Un empire que certains auraient voulu fonder sur des fondations pourries. Leur hystérie n'était pas le chagrin d'une perte humaine, mais le deuil de l'argent envolé. Quant au deuil de mes 47 années de labeur, lui n'avait jamais été fait. Pendant des années, j'avais occupé la place la plus silencieuse à cette table, celle d'une épouse, d'une mère. Mais à présent, sentant en moi chaque pas gonflé d'une force nouvelle, j'avançais vers le siège principal,
celui où Henri avait toujours pris ses décisions, celui d'où le destin du groupe avait été façonné. Lorsque Maître Durand se leva respectueusement pour me céder la place, le changement d'ordre fut scellé. Je me tournai vers Claire, qui, en larmes, me couvrait d'insultes. Sans laisser la moindre émotion altérer ma voix, je dis: « Si tu as fini de hurler, Claire, sache que la vieille folle dont tu te moquais t'annonce que ta place n'est plus ici. Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires. Après cela, les serrures auront été changées. » Puis, mes yeux se posèrent sur Marc, mon fils, celui en qui j'avais cru, celui qui avait sacrifié l'honneur de son père au caprice de sa femme. Ma déception envers lui était si immense que même ma colère paraissait pâle à côté. Quant à toi, Marc, j'espère qu'un jour tu chercheras dans un lieu que l'argent ne peut acheter la dignité que tu as perdue en comptant les actions de ton père sur sa tombe. Je ne les regardai plus après ces mots. Pour moi, ils n'étaient déjà plus que des ombres. Je me tournai vers Maître Durand. « Je suis prête à signer tout ce qui est nécessaire. » M'adressant au service de sécurité, « Veuillez raccompagner Madame et Monsieur hors du bâtiment. Ils n'ont plus aucun droit ici. » Les 2 gardes massifs s'avancèrent. Claire, voyant la détermination dans leurs gestes, perdit enfin un instant de son arrogance. Jusqu'alors, elle s'était convaincue que tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mes paroles, les élucubrations d'une vieille femme enragée. « Je suis l'épouse du propriétaire de cette société. Pour qui travaillez-vous » cria-t-elle en tentant de se dégager. Mais plus personne ne l'écoutait. Même Marc, figé à ses côtés, restait muet, écrasé par le poids de sa honte et de la ruine. Je les regardais tandis que Claire, cette femme qui avait toujours méprisé le monde du haut de sa fortune, était escortée hors de la salle, tirée par les bras comme une criminelle. Je songeais alors que la justice divine savait parfois se montrer à la fois ironique et impitoyable. C'était le prix silencieux de toutes les humiliations que j'avais dû avaler au fil des années. Mon fils bien-aimé, Marc, suivit à son tour, le dos voûté, les yeux rivés sur le tapis perçant du sol, l'air d'un corps vidé de son âme. Le poids de ses choix, celui d'avoir préféré les murmures avides de sa femme à l'honneur de son père, l'écrasait tout entier. Derrière le fauteuil d'Henri, j'observais en silence les portes d'acier de l'ascenseur se refermer sur leurs visages emplis de honte. Je ne ressentais aucune joie de victoire, seulement une profonde tristesse pour le fils que j'avais perdu autrement que par la mort. Mais je savais que c'était là, sans doute, la dernière et la plus cruelle leçon Henri avait voulu leur laisser. Le trajet de retour, quittant le bureau de l'avocat pour regagner la maison où j'avais consacré tant d'années, fut l'un des moments les plus silencieux et lourds de ma vie. La ville qui filait derrière la vitre de la voiture semblait désormais pâle, projetant l'ombre de la trahison de mon fils devenu étranger à moi. Le manoir qu'Henri et moi avions édifié n'était plus seulement un foyer. Il me paraissait désormais être une forteresse qu'il me fallait préserver. Le silence immense de la maison résonnait comme un affreux écho des cris hystériques de Claire et des gémissements misérables de Marc. Chaque tapis sur lequel je marchais, chaque antiquité que je touchais me rappelait leurs chuchotements avares, leurs fausses préoccupations et les calculs ignobles qu'ils avaient faits même lors des funérailles de mon mari. Je compris qu'avant de reprendre les rênes du groupe et de décider des fortunes, je devais d'abord purger mon esprit et l'honneur d'Henri de ce venin. Ma première action serait d'éliminer, au sein de ces murs, ces sourires factices et ces regards perfides qui n'avaient plus leur place ici. Aussi profonde que fut ma déception, je n'ai pas pu arracher de mon cœur l'image de mon propre fils. Au lieu de cela, j'ai enseveli la trahison qu'il avait choisie dans le tiroir le plus sombre de mon âme, en attendant le jour où le vrai Marc voudrait revenir. Dès que j'eus terminé le nettoyage spirituel de la maison, je donnai ma première directive officielle à mon intendant de confiance, Ismaël.
faire changer, avant le coucher du soleil, toutes les serrures, modifier tous les codes d'alarme et révoquer l'accès de toutes les cartes, afin que ni Claire ni Marc ne puissent entrer dans cette forteresse sans mon accord. Au moment où le soleil se couchait et que le serrurier posait la dernière serrure, j'eus l'appel inévitable que j'attendais. L'écran de sécurité de mon bureau montra une silhouette, celle de ma belle-fille, dans un état bien plus pitoyable que la femme arrogante qui avait hurlé au ciel du groupe quelques heures plus tôt. Trempée par la bruine, ses yeux exprimaient non pas la colère, mais la panique pure de celle qui réalise qu'elle a tout perdu irrémédiablement. Sa voix étouffée s'éleva dans le haut-parleur de la bibliothèque. « Ouvrez cette maudite porte! Vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer chez mon mari! Je porterai plainte contre vous tous !» Ces menaces résonnèrent dans la pièce métallique, mais je savais combien elles étaient vaines. La police, si elle intervenait, trouverait le testament officiel et verrait que je suis la seule propriétaire légale du manoir. Je décrochai le combiné et, sans laisser transparaître la moindre émotion. « Claire, ceci n'est plus la maison de ton mari. » La femme qui se débattait en hurlant sembla avaler sa langue et se tut. Ma voix, d'un acier froid, avait brisé ses derniers espoirs. Des larmes se mêlèrent à la pluie et roulèrent le long de ses joues. Celle qui, quelques heures plus tôt, m'avait insultée en m'appelant « vieille folle » et s'était délectée du legs avant même que la terre ne soit froide, me suppliait maintenant d'une voix tremblante « Mère Hélène !» Ce théâtre pitoyable m'indigna. Sa fausse émotion montrait à quel point, à la perte de l'odeur de l'argent et du pouvoir, elle pouvait instantanément jouer la victime. Je raccrochai, sans daigner répondre, et me tournai vers Ismaël qui attendait mes ordres à côté de moi. « Faites rassembler toutes ses affaires personnelles. Déposez-la dans la petite dépendance près de la porte. Elle y passera la nuit. Je lui accorde cette pitié. Mais l'accès à la maison principale est strictement interdit. » Tard dans la nuit, plusieurs heures après que les hurlements de Claire se furent tus, l'écran de mon bureau s'anima de nouveau. Cette fois, la silhouette face à la caméra n'était pas la mégère arrogante, mais la plus grande déception de ma vie, mon fils Marc. Son costume cher, collé au corps par l'humidité de l'averse, avait perdu cette assurance naturelle qui était jadis sa posture. Il paraissait désormais misérable et épuisé. Quand je pris le combiné, il n'y eut aucun cri, seulement un murmure brisé. « Maman, c'est moi qui ai fait ça, pas toi. S'il te plaît, laisse Claire. Laisse-moi parler une minute. » C'était la dernière supplication d'un homme battu qui, voyant les plans cupides de sa femme échouer, n'avait d'autre recours que de se réfugier dans la miséricorde maternelle. Pendant des années, j'avais été celle qui le relevait à chaque chute, qui pardonnait chacun de ses écarts, qui accourait à son appel sans condition. Et entendre maintenant ce simple mot « maman » prononcé comme une clé susceptible d'ouvrir à nouveau la porte des millions perdus, écrasa même les derniers vestiges de tendresse que je conservais. Dis-je d'une voix où la glace se devinait. Ta mère est celle qui a refusé d'accueillir chez elle le fils qui comptait les actions de la société au chevet du père et qui traitait sa propre mère de vieillarde. Ton fils, lui, est déjà perdu dans les chuchotements empoisonnés de sa femme. Je raccrochai après lui laisser une longue nuit pour méditer sur ce qu'ils avaient accompli, convaincu qu'ils ne comprendraient la vraie valeur de cette fortune qu'après en avoir été privés, et qu'ils ressentiraient alors jusqu'aux os
la leçon finale que Henri avait voulu leur donner. Je ne fermais pas l'œil, réfléchissant toute la nuit à l'état pitoyable dans lequel j'avais laissé mon fils et ma belle-fille, dans la petite dépendance près de la porte. La responsabilité de protéger les 47 années d'ouvrage d'Henri pesait davantage que toute affliction personnelle. Au lever du jour, j'entrai dans le vaste immeuble du groupe, non plus en tant que simple épouse du patron, mais en tant qu'unique autorité, chacun de mes pas faisant vibrer le marbre du hall. Au lieu de me rendre d'abord dans la chambre de mon défunt mari, je gagnai la salle du conseil où s'était joué l'indigne théâtre de l'héritage. Les visages des hommes en costume, placés là par les nominations incompétentes de Marc, et qui par de faux paraphements avaient avalisé ses dépenses, portaient maintenant une fausse mine de deuil et une panique sincère. Leur stupeur me confirma une fois encore pourquoi Henri avait conçu un testament si implacable. Et ils avaient espéré utiliser Marc comme une marionnette. Ils se retrouvaient face à la femme qu'il avait méprisée et qui réclamait désormais des comptes. Je pris place dans le fauteuil d'Henri. Les toux feintes et les gestes nerveux s'interrompirent net. J'apposai sur la table le volumineux rapport préliminaire d'audit que mon avocat m'avait fait préparer pendant la nuit. La liste détaillée de toutes les opérations suspectes des 6 derniers mois. Sans trembler, je déclarai : « Messieurs, pendant que mon mari rendait ses derniers soupirs à l'hôpital, voici le relevé exhaustif des transferts indus, des locations de yachts de luxe et des factures de conseils fictifs effectuées avec l'accord de mon fils et de ma belle-fille. » Je plantai mon regard sur le directeur financier, l'ami de Marc, qui avait sans sourciller transformé chaque dépense de Claire en frais de représentation approuvés par l'entreprise. À l'époque où nous comptions chaque sou pour bâtir cette société, nous aurions pu, avec l'argent que vous vous êtes refilé au titre de représentation ces 3 derniers mois, ouvrir une nouvelle ligne de production offrant du travail à des centaines de personnes. Vous répondrez de cette trahison. Sans leur laisser le temps de préparer une défense, je me levai et ordonnai d'une voix claire pour que tous entendent. À compter de maintenant, tous les pouvoirs confiés par Marc aux responsables de département sont suspendus. Des auditeurs indépendants pénètrent le hall à cet instant et procéderont à l'examen des 5 dernières années de la société. Vous pouvez aller chercher vos effets personnels. La sécurité vous escortera à la sortie. Dans l'empire d'Henri, il n'y a pas de place pour les suris. Nettoyer le siège du groupe de ces dirigeants incompétents, ignorants de la vision de feu Henri et uniquement préoccupés par le remplissage de leurs propres poches, fut une première étape aussi douloureuse qu'indispensable, comme couper un membre gangréné. Mais l'horreur véritable commença ensuite, lorsque la petite chirurgie initiale laissa place à l'examen des audits et que les inspecteurs mirent au jour l'ampleur purulente du réseau de trahison ourdi par mon fils et ma belle-fille, révélant à quel point 47 années de travail d'Henri avaient été rongées. Le chef des auditeurs, au regard glacial, déposa sur ma table un dossier à couverture rouge comme une accusation.
Il y exposa ligne par ligne le détail des millions détournés vers la société écran, prétendument dédiée à la décoration d'intérieur et conseil en design, une boîte fantôme dont l'adresse n'était qu'une boîte postale vide. Ce n'était pas un simple larcin opportuniste, c'était un vol systématique, savamment orchestré, et à travers ces pages, je mesurais à quel point il s'était moqué de mon silence. Dans mon esprit remontèrent les images de quelques mois plus tôt, Claire exigeant, sous prétexte de raviver l'énergie de la maison, que l'on casse les marbres choisis par Henri au marteau-piqueur pour les remplacer par ces granites vulgaires et importés à grands frais uniquement pour le spectacle. Je comprenais maintenant que chacune de ces factures somptuaires n'était qu'un artifice, des postes de dépenses gonflés payés sur le compte du groupe. Mais la lame la plus tranchante fut la signature qui figurait sous une écriture. Non pas la signature d'une courtisane cupide, mais celle de mon propre fils Marc. Un transfert colossal ponctionné sur le budget recherche et développement, le cœur battant de notre entreprise et l'héritage vivant de la vision d'Henri. Celui en qui son père avait placé une confiance totale, à qui il avait confié l'avenir du groupe, n'hésita pas à trahir cette confiance pour financer le train de vie luxueux de son épouse. À mesure que chaque nouveau document d'infidélité apparaissait, la pitié maternelle qui me restait se transforma en justice implacable. Je n'avais plus ni le luxe ni le désir d'accorder le pardon. J'appelai immédiatement le département juridique et ordonnai « Ce vol ne sera réglé par un simple remboursement. L'outrage fait à la mémoire d'Henri devra être puni, y compris pénalement, et ce jusqu'au dernier centime, même si l'accusé est mon propre fils. » Pendant que je lançais la bataille pour purifier l'héritage de mon mari des parasites qui le rongeaient, je pouvais presque sentir depuis mon bureau la nauséabonde odeur de défaite s'infiltrer des murs glauques et sales de la chambre de motel bon marché où Marc et Claire, désormais chassés du groupe, s'étaient réfugiés. Dès que le sous-volet leur fut retiré, toute la fausse splendeur qu'ils avaient construite se disloqua en un instant. Quand mon service juridique déposa auprès du parquet le dossier de plainte, étayé par des preuves accablantes, la nouvelle arriva vite aux oreilles de Claire. Le mot « prison » désormais tinta dans son esprit comme une cloche mortelle, rappelant que sa liberté tenait à un fil. Marc, quant à lui, ne réagit pas par des hurlements hystériques. Il se dressa, glacé, dans un silence de tombe. Contrairement à la cécité folle de Claire, il avait conscience de chaque signature apposée, de chaque transaction tolérée, de chaque sou dérobé au budget arrégé que son père destinait à l'avenir du groupe. Et maintenant, ces actes apparaissaient devant lui sous la forme d'un dossier légal insoutenable. Dans les grandes catastrophes morales, les caractères faibles n'unissent pas leurs forces. Ils s'entredéchirent comme des naufragés se disputant le dernier gilet de sauvetage. Claire, plutôt que d'admettre sa part de responsabilité, chercha aussitôt à rejeter la faute sur Marc, une manœuvre désespérée pour détourner la colère. La chute pitoyable de Marc était le spectacle le plus déchirant. Cet homme dont l'identité et le pouvoir reposaient entièrement sur la fortune paternelle se révéla être une fois la source tarie, une marionnette vide. Mon action juridique ne fut pas seulement une plainte, elle était la mise en scène finale de la leçon que Henri n'avait peut-être pas eu le loisir d'achever de son vivant. Une leçon sans concession, transmise par la loi. Toute action a un prix et il sera payé. La chute pitoyable de Marc n'éteignit pas la rage gelée qui brûlait en Claire. Au contraire,
elle ralluma l'aspect le plus dangereux et le plus sournois de son caractère, la capacité à manipuler en jouant la victime. Comprenant qu'elle ne pourrait renverser la justice imparfaite érigée par la loi, elle choisit l'arme qu'elle connaissait le mieux, soulever l'indignation publique par le mensonge. À peine quelques minutes après avoir reçu l'avertissement de prison de son propre avocat, j'entendis, grâce aux écoutes téléphoniques mises en place par notre directeur juridique, Claire murmurait d'une voix tremblante à un de ces journalistes people. « J'ai le cancer. Hélène m'a privé de l'argent pour mes médicaments. » Ce geste abject me montra une fois de plus jusqu'où pouvait tomber une femme pour de l'argent. Même mon pauvre fils ne parvint pas à descendre au niveau de ce mensonge ignoble. Sa faible protestation sonnait dérisoire face à la machination sans cœur de sa femme. Je compris, une fois de plus, que Marc n'était plus que le pion de Claire, ayant perdu toute volonté propre. Qu'ils aient osé présenter la petite dépendance où je les avais abrités comme une preuve de ma cruauté, alors que cette cabane était plus confortable que la salle de bain de leur ancien luxe, révélait l'artifice et le cynisme de leur plan. Ils n'avaient pas encore compris à quel point les pièces comptables, contrôlées par mes avocats, allaient ridiculiser leurs preuves. Sur le point d'être menottée par la loi, Claire tenta, dans un ultime sursaut, de salir ma réputation, l'héritage le plus précieux que Henri m'avait laissé. Cette âme misérable ne craignait pas la prison, mais la perte d'argent. Elle allait monter le lendemain une pitoyable mise en scène devant le siège du groupe, ignorant qu'elle ne ferait que confirmer sa propre médiocrité au grand jour. Transcription que me remit l'équipe juridique, où l'on voyait Claire instrumentaliser le mot sacré « cancer » dans un théâtre froid et calculé pour soutirer de l'argent, n'y laissèrent aucune place à la pitié. J'étais face à la preuve la plus révoltante de la façon dont la cupidité peut ronger une âme et annihiler toute conscience. Dès l'aube, après les premiers pas juridiques visant à protéger l'honneur de Henri, je me préparais à la comédie qui allait se jouer devant notre immeuble. Je savais que l'on ne pourrait empêcher complètement le spectacle public, mais je refusais que la plume d'un seul menteur souille la maison de Henri. J'ordonnai donc au directeur de la sécurité que lorsque Claire et Marc se présenteraient le lendemain matin, toutes les entrées soient fermées, que nul employé ne se montre à eux et qu'on délivre seulement une déclaration uniforme et froide. Madame Hélène est actuellement en réunion cruciale concernant l'avenir de la société. Je refusais de descendre au niveau pitoyable des raccourcis journalistiques. À la place, en pleine nuit, je convoquai en code d'urgence des départements juridiques et communication
Au sortir de leur pitoyable représentation, nous diffuserions, via des chaînes économiques et d'information sérieuses choisies par mes soins, les relevés bancaires officiels et les pièces justificatives montrant les millions transférés vers les sociétés écrans. Lorsqu'elle se tiendrait devant les caméras pour proférer ce mensonge abject sur le cancer, Claire ne salirait pas ma réputation, elle ne ferait que souligner sa propre ignominie. Et quand ses larmes de crocodile se seraient taries, elle s'effondrerait sous le poids des documents glacés que j'aurais fait circuler. Je pris place sereine dans le fauteuil de Henri et attendis le matin en sachant que la loi, la vérité et les pièces comptables feraient leur œuvre. Depuis la fenêtre de mon bureau donnant sur l'entrée principale du somptueux siège du groupe que mon mari avait fondé pendant des années, je voyais se rassembler la nuée de vautours que Claire avait appelée toute la nuit, tous prêts à capter le moindre plan pour le titre le plus sensationnel, avides d'immortaliser la mise en scène de la belle-fille malade chassée par la méchante belle-mère. Comme prévu, lorsqu'ils descendirent d'un taxi ordinaire plutôt que d'une voiture de luxe, Claire fit mine de remarquer les caméras et s'effondra dramatiquement sur Marc, simulant une faiblesse extrême, une prestation si calculée, si fausse, que voir mon fils s'y prêter me transperça une fois de plus. Puis vint la question abjecte, semée la veille par Claire et reprise par un journaliste. Entre ses sanglots de crocodile, elle murmurait « Aidez-moi, je n'ai même plus d'argent pour mes médicaments !» exploitant sans honte une maladie pour servir ses intérêts ignobles. La tentative timide de Marc de se retirer de cette folie fut immédiatement étouffée par la poignée avide de sa femme. Ne quittant pas son rôle une seconde, Claire brandit une ordonnance falsifiée comme un étendard et accusa publiquement, face aux caméras et au pays entier, la femme qui avait bâti cet empire avec Henri d'être la voleuse du patrimoine. Je regardais depuis mon fauteuil la scène ignoble de ces effondrements et surtout ce mensonge abject sur le cancer. Plus le vacarme était grand et l'accusation spectaculaire, plus j'étais persuadée que l'épreuve froide que j'allais rendre publique allait l'écraser. Au moment précis où ces larmes factices atteignirent leur pic de viralité sur les réseaux sociaux, je me tournai vers la directrice de la communication à mes côtés et donnai l'ordre de transmettre, non pas aux tabloïds, mais aux rédactions économiques et aux journalistes sérieux triés par mes soins, le dossier que nous avions préparé toute la nuit. Les relevés bancaires officiels montrant les millions versés aux sociétés écrans de Claire et les pièces comptables signées par Marc. Avant que l'encre numérique de ces confidences ne sèche sur les manchettes, les preuves servies par mes avocats, le virement à 7 chiffres dont elles prétendaient ne pas avoir un centime, tombèrent sur le public comme une bombe.
Le récit de la belle-fille victime se transforma en quelques secondes en une affaire de fraude qualifiée. Même les journalistes les plus rapaces, prêts à tout pour un scoop, eurent un moment d'hallucination morale en voyant sur leur téléphone les relevés bancaires prouvant le détournement. Ils comprirent, horrifiés, à quel point ils avaient été instrumentalisés. Les retransmissions en direct devinrent frénétiques, puis se coupèrent les unes après les autres, victimes d'une panique générale. Le feu de leurs mensonges s'éteignit en une seconde sous l'eau glacée de la vérité. Quand Claire réalisa que la foule qui l'acclamait quelques instants plus tôt l'abandonnait maintenant comme on fuit un pestiféré et que les caméras et micros se détournaient d'elle, j'appris que la bataille de ce front était gagnée sans que j'aie prononcé un seul mot par la force implacable des documents. Lorsque le vacarme des caméras et des journalistes s'éteignit brusquement, une chape de silence tomba sur l'esplanade de marbre du siège du groupe. Quelques instants plus tôt, Claire attirait tous les regards avec ses larmes de crocodile. À présent, elle restait seule, figée dans la lumière crue de sa propre trahison, tandis que les voitures de presse s'éloignaient une à une. Il n'y avait plus de drame chuchoté au micro, seulement les captures d'écran des relevés bancaires diffusés sur les téléphones et la colère brute, sans filtre d'un public trahi. Les murmures chargés de dégoût. Elle a volé la société de son mari avec un faux cancer. Quelle honte! Montait du trottoir comme une marée acide, bien plus réelle et plus cruelle que la foule rassemblée pour son spectacle de la veille. Désorientée par la violence de cette réaction, Claire chercha refuge dans le bras de Marc, lui soufflant avec panique « Allons-nous-en, vite !» Mais mon fils, pétrifié devant la façade du bâtiment portant encore le nom de son père, ne bougeait pas. Le poids de sa propre signature sur les documents de fraude semblait le clouer au sol. Et soudain, au milieu des regards de centaines d'employés, le lien fragile entre eux se rompit. Marc retira lentement son bras, le regard chargé d'un mélange de dégoût et d'effroi. Même depuis ma fenêtre, je vis dans ses yeux ce moment terrible de lucidité. Tu as menti sur le cancer. L'argent passe encore, mais ça, quelle monstruosité! Toute la honte, le remords et la rage accumulés éclatèrent dans un cri. « Tu as détruit ma vie! À cause de toi, je ne pourrai plus jamais regarder mon père en face! Assez !» Puis, il se détourna, abandonnant Claire sur le trottoir, seule face à ses mensonges et à sa cupidité, avant de disparaître dans la foule. Ce départ marqua la chute du dernier bastion du plan de Claire. Elle avait utilisé la faiblesse de Marc comme un bouchier. Mais désormais, il ne restait plus personne derrière qui se cachait. Quelques minutes plus tôt, elle posait encore devant les caméras en héroïne tragique. Maintenant, sous les regards accusateurs et les chuchotements moqueurs, elle trébuchait sur ses talons, fuyant la grande avenue pour s'engouffrer dans une ruelle sale. Cette fuite n'était pas seulement physique, c'était la première marche vers une vie sans honneur, loin des lumières qu'elle avait si avidement recherchées. Je la regardais s'éloigner sans la moindre satisfaction, seulement épuisée par la guerre morale que j'avais dû livrer pour préserver la mémoire d'Henri. Dès qu'elle disparut à l'angle de la rue, j'appelai mon avocat. Le procureur avait accepté la plainte, l'enquête était officiellement ouverte. Désormais, plus aucun retour en arrière n'était possible.
Pendant que Claire se barricadait dans la chambre miteuse d'un motel, consumée par la colère et la peur, les policiers en civil frappèrent à sa porte. Elle comprit alors que la fureur populaire devant le siège n'était rien comparé au froid de la justice. Les caméras partiraient, mais la loi, elle, demeurerait, et ses propres signatures la condamneraient. Quand elle reçut la convocation officielle du parquet pour détournement de fonds et fraude aggravée, le papier glacé trembla dans ses doigts. Pour la première fois, elle sentit le souffle glacé de la justice sur sa nuque. Tout ce que l'argent avait prétendu lui garantir, la liberté, l'honneur, le pouvoir, s'effritait à cause des mêmes factures falsifiées qu'elle avait signées de sa main. Et dans ce silence, elle comprit enfin, le prix de la trahison se paie toujours, comptant. Plusieurs jours après que Claire eut découvert le visage implacable de la justice et que les poursuites aient été engagées, alors que je passais mes nuits et mes journées aux côtés des contrôleurs pour purger la maison de commerce de toute pourriture, une image tremblante et détrempée apparut soudain sur l'écran de sécurité en plein milieu de la nuit et rouvrit la vieille blessure de mon cœur. Marc, anéanti, sorti du trou de trahison où sa femme l'avait entraîné, était revenu en ruine jusqu'au portail de la maison de son père. Il n'y avait ni cri, ni menace, ni demande d'argent. Seulement un homme accablé, accroché aux grilles de fer, abîmé par des jours sans nourriture ni repos, les épaules courbées sous le poids de la honte et du remords. Sa présence muette me transperça davantage que tout le théâtre monté devant le siège du groupe, car ce silence était le chuchotement d'une cassure vraie et irrémédiable. Quand je pris le combiné, tout ce qu'on entendait était le roulement cruel de la pluie et le souffle haché de mon fils. Il s'accrochait au métal glacé sans oser rentrer, simplement pour sentir que sa mère existait encore. Cette image, bien plus que les hurlements hystériques de Claire, me brisait le cœur. Puis la voix étouffée « Maman » arriva et derrière ce mot, il n'y avait pas une demande d'argent, mais l'aveu d'une honte profonde. Il me demandait la permission d'aller au tombeau de son père. Après les mensonges odieux de Claire et les fonds détournés, devoir solliciter ma bénédiction pour se rendre sur la tombe de son propre père était l'aveu le plus pitoyable et le plus poignant de sa chute. En cet instant, la présidente du groupe, Hélène, se retira et la mère, le cœur en lambeaux, prit le devant. Sans un mot, je fis ordonner l'ouverture lente de ces énormes portes devant mon fils. Je savais que son long et pénible chemin vers le vrai repentir commencerait là, devant la pierre du Père, et que c'était là la dernière chance que je pouvais lui offrir. Le voir enlacer la stèle de son père, sanglotant des larmes mêlées à la pluie, n'était pas pour moi une victoire. C'était l'ultime cruel apprentissage qu'Henri avait voulu imposer, la confrontation nécessaire. Les sanglots de Marc n'étaient pas une revanche, c'était le cri premier où il comprenait enfin, loin des coussins factices du deuil, le prix de sa trahison. Quand il franchit enfin le seuil, chaque pas pesait comme le bardeau de l'honneur qu'il avait sacrifié pour les caprices de sa femme. J'avais ouvert la porte, mais ce n'était pas un « bienvenue chez toi ». C'était l'annonce glacée d'une ultime mise en scène, celle du face-à-face avec sa conscience sous le toit qu'il avait souillé. Son aveu n'était pas une supplique, c'était l'acceptation vidée d'orgueil d'un homme brisé. Il cessa d'accuser autrui,
reconnut sa faiblesse et admit qu'il n'avait pas résisté aux murmures venimeux de Claire et qu'il avait trahi la mémoire de son père et la confiance que sa mère lui avait témoignée. En le voyant, je sus que la punition que je lui infligerais serait plus lourde que toute peine de prison que subirait Claire. L'exclure du trône qui portait son nom, le priver des souvenirs et du foyer qui avait forgé son identité, c'était là, sur la seconde page du testament de Henri, la véritable sanction morale. Henri conservait l'idée, peut-être sévère, peut-être nécessaire, que seul l'abîme total pourrait forcer notre fils à retrouver sa véritable nature, débarrassé de l'habit illusoire des titres et de l'argent. Le pli que je lui remis ce soir-là était ma dernière tendresse de mère. Ce n'était pas une liasse, mais une enveloppe contenant une petite chance de repartir à zéro, l'épreuve à travers laquelle il pourrait, peut-être, se reconstruire. En refermant la porte, je repris le contrôle du groupe. J'envoyais mon fils dans cette nuit noire vers un point de départ humble, la seule manière que je connaissais pour lui laisser écrire à nouveau son destin, loin des ors, face à sa faute, avec la possibilité, si le repentir était vrai, de renaître